Bonjour à tous, bienvenue donc à cette conférence digitale, donc diagnostic moléculaire des cancers, donc un portrait robot plus précis des tumeurs. J'ai le plaisir d'accueillir donc le docteur David Tulane, qui est directeur de recherche INSERM au sein de l'équipe résistance aux thérapies ciblées antitumorales, donc de l'unité Cancer, une unité mixte CNRS, INSERM, Université de Lille, la CHU de Lille et Institut Pasteur de Lille. Bonjour David. Bonjour. Et également le docteur Clotilde Descarpentries, donc qui est biologiste au pôle biologie pathologie génétique du CHU de Lille, Institut de biochimie et biologie moléculaire et UF biologie moléculaire des tumeurs solides. Bonjour Clotilde. Bonjour à tous. Voilà, donc bienvenue pour cette conférence. Vous aurez la possibilité donc de poser toutes vos questions grâce à l'onglet discussion sur l'application ou sur votre page Zoom. Donc tout au long de la conférence, et nous y reviendrons à la fin pour répondre à certaines de ces questions, on espère la majorité d'ailleurs. Donc voilà, donc je laisse la parole au docteur David Tulane pour le début de cette conférence. Eh bien, bonjour à tous et merci de vous connecter. C'est toujours un plaisir de faire les conférences grand public Pasteur et de partager un peu notre expérience et ce qu'on fait au laboratoire. Alors, je vais d'abord partager mon écran pour que vous puissiez voir le contenu. Alors, je vais partager. Il faut juste que je choisisse le bon écran. Voilà. Normalement, je partage. Donc, normalement, vous devez pouvoir voir mon écran. C'est bon? Très bien. Donc, effectivement, on a, avec Clotilde, intitulé cette présentation « Diagnostic moléculaire des cancers, un portrait robot plus précis des tumeurs ». Alors, l'idée, c'était un peu de vous présenter ce qui était fait actuellement dans le diagnostic des cancers, et notamment le côté moléculaire, que vous avez découvert ces derniers temps avec la pandémie de Covid-19. Vous avez découvert que c'était le diagnostic moléculaire sans vous en rendre compte. Et ça fait très longtemps que ça existe dans les cancers, donc on voulait mettre le point là-dessus. Alors, je vais faire la présentation et Clotilde participera avec moi aux questions, et je suis sûr qu'elles seront nombreuses à la fin. Donc, c'est comme on l'a dit comme je vous l'ai dit au départ, cette présentation est sous l'égide de l'Institut Pasteur de Lille, qui participe à nos recherches et qui soutient nos recherches. Donc, je vais vous commencer par les mauvais chiffres du cancer, pour tout de suite planter un décor un peu sombre, mais une fois qu'on l'aura dit, après, on pensera à autre chose, on pensera au diagnostic moléculaire, on pensera au progrès de la science dans ce domaine, mais il faut savoir que le cancer, c'est 150 000 morts par an en France, 150 000 décès. Donc, c'est des chiffres qui peuvent paraître un peu abstraits, mais dans le contexte de la pandémie actuelle, où vous savez que la pandémie a fait environ 120 000 morts sur 2 ans, vous voyez que les cancers, c'est 150 000 morts par an, et ce, tous les ans, avec des cancers qui sont très variés. Vous voyez des cancers du poumon qui touchent à la fois les hommes et les femmes, ou le cancer du sein, dont on parlera un petit peu. On parlera surtout du cancer du poumon, on parlera aussi du cancer du rein, à la fin de la présentation. Donc, vous voyez, les chiffres sont très mauvais, mais il y a certains espoirs et des nouvelles thérapies qui permettent de proposer aux patients des vraies solutions pour pouvoir traiter ces cancers. Alors, je vais reprendre quelques notions très générales sur le diagnostic des cancers, parce que là, je vais vous parler du diagnostic moléculaire, mais il faut comprendre ce que c'est que le diagnostic des cancers actuellement et comment les cancers sont diagnostiqués. Alors, j'ai pris 3 exemples, le cancer du poumon, le cancer du sein et le cancer de la prostate, ces 3 cancers que vous connaissez. Dans le cancer du poumon, le diagnostic est lié d'abord à des symptômes comme de la douleur ou de la toux ou de la fatigue. Et après ces premiers symptômes, le diagnostic peut venir avec de l'imagerie, comme de la radiographie ou des scanners qui permettent de diagnostiquer le cancer. Ensuite vient des fibroscopies et des biopsies qui permettent d'identifier quel cancer touche le patient. C'est exactement la même chose dans le cancer du sein, sauf que dans le cancer du sein, il y a un dépistage qui est organisé. Ce dépistage est basé sur la palpation ou la mammographie. Et aussi, sur ces tumeurs, il peut y avoir des biopsies qui sont faites pour analyser quel type de cancer est présent chez le patient. Dans le cancer de la prostate, c'est exactement le même type
du diagnostic avec des palpations qui permettent de savoir si c'est un cancer de la prostate, mais aussi des prises de sang qui permettent de savoir si un cancer est présent dans l'organisme, notamment avec le taux de PSA que vous avez déjà entendu parler. Donc ça, vous voyez, c'est la façon dont les cancers sont diagnostiqués actuellement, avec l'exemple de certains cancers. Et vous voyez ici qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de diagnostic moléculaire des cancers. Pour comprendre le diagnostic moléculaire des cancers et pourquoi un diagnostic moléculaire des cancers est développé actuellement, il faut comprendre la façon dont les cancers ont été, pour l'instant, sont diagnostiqués par le biais de l'histologie. Je vous ai dit que les cancers, certains cancers peuvent être, certains cancers, on peut y avoir des biopsies, et ces biopsies peuvent permettre de faire c'est-à-dire qu'en fait, un morceau de la tumeur est récupéré chez le patient, et à partir de ces biopsies, des coupes de la tumeur peuvent être effectuées, et ces coupes peuvent être analysées au microscope pour faire ce qu'on appelle une analyse histologique, ce qui permet de faire une classification des cancers. Dans le cancer du poumon, je vous ai pris l'exemple ici du cancer du poumon, où on peut faire une classification qui est déjà très évoluée du cancer, où on peut, ici vous voyez un exemple de 4 coupes différentes mises les unes à côté des autres, et vous voyez qu'en fait, les cellules tumorales, qui sont à chaque fois les petits points que vous voyez sur les coupes, sont à chaque fois très différentes. Et ça permet de classifier les cancers selon leur type, ce qu'on appelle un type histologique. Vous voyez des cancers qui sont plutôt de type épidermoïde, par exemple, ou neuroendocrine, ou des adénocarcinomes. Et ce type de classification permet de savoir quel cancer touche le patient. Cependant, ça permet assez peu d'identifier quelle thérapie va être utilisée chez le patient. Et de façon générale, c'est plutôt, sur ces cancers-là, plutôt des chimiothérapies qui sont utilisées sans que le caractère histologique puisse vraiment orienter vers le type de thérapie à utiliser. Et tout ça, en fait, ça a changé très récemment. Et je vais vous donner l'exemple d'une thérapie qui a changé ce point de vue. Et cette thérapie est ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Alors, on avait fait l'année dernière une présentation sur les thérapies ciblées. Je ne vais pas y revenir, mais pour bien comprendre le diagnostic moléculaire des cancers, je suis obligé de vous parler des thérapies et de savoir quelles sont ces thérapies ciblées. En fait, les chimiothérapies vont vont toucher les cellules cancéreuses, mais sans avoir une cible précise dans la cellule. Ce que les chimiothérapies vont induire, c'est une mort des cellules cancéreuses et avec beaucoup d'effets secondaires. Et en fait, on s'est aperçu que certaines thérapies, qu'on appelle les thérapies ciblées, peuvent cibler spécifiquement une altération dans un cancer donné. Par exemple, ici, la thérapie qui est utilisée cible ce que vous voyez en dessin ici, un récepteur membranaire. Ici, vous voyez la membrane de la cellule, et dans la membrane de la cellule est ancré un récepteur. Et c'est ce récepteur qui va être ciblé par la thérapie ciblée. Ce récepteur, en fait, est un récepteur qui est souvent activé dans les cancers. Donc, les chercheurs et les compagnies ont développé des thérapies qui peuvent cibler ce récepteur. Donc, on appelle ça les thérapies ciblées. En l'occurrence, ici, le dessin que vous voyez, c'est le GF récepteur. Et la thérapie ciblée utilisée, c'est le gefitinib. Alors, ça a des noms un peu compliqués, mais c'est juste une thérapie, un médicament qui est utilisé pour cibler ce récepteur. Ce qui est intéressant, c'est quand ces thérapies ont été utilisées chez les patients atteints d'un cancer du poumon, eh bien, on s'est aperçu qu'en fait, la réponse était mitigée. C'est-à-dire que, alors vous voyez 2 courbes, une courbe gris clair qui est la chimiothérapie et une courbe noire qui est la thérapie ciblée. Eh bien, on s'aperçoit que au début, pour tous les patients, au début de la thérapie, il y avait pour certains patients peu d'effet et pour d'autres patients un effet, sans qu'on sache exactement ce qui se passait. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait chez ces patients 2 types de patients. Des patients qui avaient un récepteur EGFR, donc un récepteur ici en l'occurrence le GFR, non muté, et puis des patients qui avaient un récepteur muté. Un récepteur muté, ça voulait dire que le récepteur était activé. Donc on s'est dit,
les auteurs se sont dit à l'époque, en 2019, peut-être que les patients qui répondent sont ceux qui ont un récepteur muté. Donc, en fait, un test a été fait sur des patients avec un récepteur non muté et chez des patients avec un récepteur muté. Chez les patients avec un récepteur non muté, eh bien, la réponse était meilleure avec la chimiothérapie qu'avec la thérapie ciblée. À l'inverse, les patients qui avaient un récepteur EGFR muté, dans ces cas-là, la réponse était meilleure avec la thérapie ciblée. Vous voyez qu'ici, il y a véritable intérêt de connaître si le récepteur est soit non muté, soit muté, pour avoir une réponse ou non à la thérapie ciblée. Et là, en fait, on rentre dans le diagnostic moléculaire. Parce qu'en fait, la présence de la mutation influence directement le traitement du patient. Donc, l'enjeu maintenant est de savoir si un patient porte ou non cette mutation. Et pour répondre à cette question, il faut mettre en place le diagnostic moléculaire. Donc, le diagnostic moléculaire sert à ça. Alors, pour que vous compreniez le diagnostic moléculaire, je dois partir sur certaines bases de la biologie. Alors, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué et ces bases vous permettront de comprendre comment ça fonctionne et de voir les enjeux technologiques qu'il y a derrière. Alors, je vous ai parlé d'un récepteur muté, ici, le récepteur qui est l'EGF récepteur qui est présent à la surface des cellules cancéreuses. Ce récepteur peut être muté. Mais en fait, ce récepteur, quand il est muté, quand il est modifié par une mutation, en fait, à l'origine, la mutation vient d'une mutation de l'ADN. C'est une mutation de l'ADN qui va provoquer, au final, une mutation du récepteur dans les cellules tumorales. En fait, ce qui veut dire que ce n'est pas la mutation sur le récepteur dans la cellule tumorale qu'on va chercher, mais c'est une mutation sur l'ADN. Et cette mutation sur l'ADN, c'est ça qui est à la base de ce dont on parle depuis le départ, du diagnostic moléculaire. Alors, je vais vous faire rapidement un schéma du gène jusqu'à la protéine, c'est-à-dire de l'ADN jusqu'à notre récepteur, pour que vous compreniez rapidement comment ça fonctionne. Alors, on va rentrer en fait dans une cellule et on va regarder ce qui se passe dans la cellule. Vous savez que dans la cellule, il y a un noyau. Et dans le noyau se trouve l'ADN. Tout notre patrimoine génétique, tout notre ADN, une grosse partie de notre ADN se situe dans le noyau. À partir du noyau est créé de l'ARN. Maintenant, vous connaissez l'ARN parce que les vaccins ARN vous ont permis de connaître l'ARN. Il se trouve que l'ADN est transformé en ARN, ce qui lui permet de quitter le noyau, et l'ARN est décodé pour créer une protéine. Donc, on passe de l'information génétique dans le noyau jusqu'à la création d'une protéine par une étape de décodage de l'ARN qui est intermédiaire. Ici, notre protéine, eh bien, c'est notre récepteur, l'EGF récepteur, qui est ici. Et si vous avez une mutation de l'ADN, elle va se répercuter par codage sur la protéine. Donc, si on veut trouver une mutation, on doit la chercher sur l'ADN. Alors, dit comme ça paraît facile. On va regarder l'ADN, on va trouver la mutation facilement. Mais il y a des points très importants à savoir sur l'ADN, et notamment sa complexité. Alors, vous avez tous entendu parler de l'ADN, mais je vais vous faire rapidement une description très rapide de l'ADN. C'est pour bien comprendre les enjeux et les difficultés qu'il y a derrière. L'ADN est composé de 4 résidus chimiques qui s'appellent l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. La particularité de ces bases chimiques, c'est qu'elles peuvent s'apparier l'un avec l'autre. C'est-à-dire, l'adénine peut s'apparier avec la thymine et la guanine avec la cytosine, ce qui fait un appariement et qui crée la double hélice d'ADN. Avec ces 4 bases, on peut, pour les simplifier, les réduire en 4 lettres, et vous voyez qu'en fait, la séquence d'ADN peut se lire avec les différentes bases formant l'ADN. Et en fait, ça fait une sorte de texte, une séquence d'ADN, une sorte de texte constitué de
toutes de ces 4 bases. Et en fait, ces bases, mises les unes après les autres, forment un code. C'est le code de l'ADN. Alors, évidemment, si vous avez une mutation dans ce code, eh bien, vous avez une perturbation de la signification de ce code. Si on prend la même séquence d'ADN que je vous ai montré précédemment, elle est ici, on peut imaginer qu'on fait par exemple des mutations, c'est-à-dire qu'on enlève quelques bases. Si on se dit que cette séquence a une signification, je vais prendre la signification de cette séquence, il se trouve que cette séquence veut dire le soleil se couche à l'ouest. Bon, très bien, c'est une information simple. Si vous avez une mutation dans ce code et vous enlevez quelques lettres, mais vous changez complètement la signification de cette phrase, puisque maintenant vous avez le soleil se couche à l'est. C'est-à-dire que vous voyez une perte de signification, ça signifie exactement l'inverse que ça voulait dire au départ, tout ça parce que vous avez perdu quelques lettres. Eh bien, l'ADN, c'est exactement la même chose. Si vous perdez une partie du code ou si vous modifiez la partie du code, vous modifiez la signification de la phrase. Si vous modifiez la signification, eh bien, en l'occurrence pour notre EGF récepteur, vous perdez de l'information et de la signification sur cet EGF récepteur. Alors, là, c'est très simple, j'ai mis une phrase de quelques mots. Mais l'ADN, la totalité de l'ADN de l'homme, ce qu'on appelle le génome humain, ce n'est pas quelques mots, c'est 3 milliards de lettres. C'est-à-dire que c'est très, très grand. Et si on essaie d'imaginer 3 milliards de lettres, ce que ça peut former, en fait, c'est 1000 volumes d'une encyclopédie. D'une encyclopédie avec des grands volumes. Donc, vous voyez, c'est une énorme complexité. Donc, dans cette énorme complexité, on doit aller chercher des mutations pour faire notre diagnostic dont je vous ai parlé au départ. Donc là, je vous ai présenté cette bibliothèque de 1000 volumes. Et dans cette bibliothèque de 1000 volumes, on doit trouver la mutation et la séquence qui nous intéresse. Alors, je vous ai mis la taille du virus SARS-CoV-2. C'est le virus du Covid. Le virus du Covid, c'est 30 000 lettres. Vous voyez la différence de complexité entre un virus et le génome de l'homme. Alors, le génome de l'homme n'est pas le génome le plus compliqué. Et c'est quand même très compliqué parce qu'il y a 3 milliards de lettres et il faut trouver notre mutation dans cette énorme complexité. Alors, tout l'intérêt, effectivement, c'est d'aller trouver dans cette énorme complexité notre mutation. Ici, si on prend exemple de la phrase « Le soleil se couche à l'ouest », évidemment, vous devez trouver cette phrase dans cette énorme bibliothèque. Et en fait, pour ça, il y a une technique qui est très simple. Alors, je ne vous aurais pas parlé de cette technique si vous n'en entendiez pas parler tous les jours. C'est la technique de PCR, qui est en fait la technique de lecture de l'ADN. Et c'est cette technique qui nous permet d'aller chercher les mutations dans le génome humain, de la même façon que quand vous faites tester pour le Covid, il y a un test PCR pour savoir si l'ADN du virus est présent dans votre organisme. Et bien là, on utilise cette technique pour regarder s'il y a des mutations dans le cancer. Alors, on n'a pas attendu la crise de Covid pour faire ça, c'est fait depuis des années, et ça fait des années que le diagnostic moléculaire est en place dans les hôpitaux. Alors, je vais vous décrire la PCR, en fait, c'est très simple. La première chose, c'est qu'il faut trouver à quel endroit on veut lire l'ADN pour pouvoir trouver la mutation. Pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle une amorce. En fait, l'amorce, c'est le début de la phrase. On connaît le début de la phrase. Par exemple, on utilise une amorce, le soleil se couche. Dans notre bibliothèque, il y aura peu de phrases où il y aura où il y aura cette phrase-là. Donc, avec ça, avec notre amorce, on fait une étape de reconnaissance. Ça permet de reconnaître l'ADN. La deuxième étape, c'est une étape de synthèse. C'est-à-dire qu'on va, avec cette amorce, qui est le début de la phrase, ça va nous permettre de pouvoir lire la suite. Et en fait, ça, on fait une synthèse avec des protéines issues des bactéries, par exemple, ou issues d'autres organismes beaucoup plus simples. On arrive à avoir une enzyme qui nous permet de faire la synthèse. Et après, l'une des grandes subtilités, c'est de faire la lecture elle-même. Alors, la lecture, c'est simple, c'est des lettres, mais c'est des bases d'ADN très simples. Mais pour pouvoir les lire encore plus simplement, on leur met une fluorescence spécifique. Par exemple, l'adénine, le A, c'est en vert. Le C, c'est en bleu, la guanine en noir et la thymine en rouge. Avec ce code couleur, eh bien, ça nous permet de lire très simplement l'ADN. Et vous avez ici un exemple de lecture de l'ADN.
Donc, grâce aux couleurs, vous pouvez lire l'ADN. Et vous pouvez lire l'ADN avec un endroit très précis dans votre bibliothèque, dans votre énorme bibliothèque, grâce à la précision de la Morse. Donc, une fois qu'on sait faire ça, on peut retourner aux échantillons du patient. Je vous ai dit que ce qui a été fait pendant des années, c'est des biopsies avec une coupe des tissus et une analyse histologique, qui est très utile et très importante. Mais en plus, ce qu'on peut faire maintenant, c'est à partir de la coupe de tissu, on peut extraire l'ADN. Et à partir de l'extraction de l'ADN, on peut le lire grâce à une PCR. Et ça nous permet de trouver les mutations. Alors, si on se resitue dans le contexte de nos patients atteints d'un cancer du poumon, sur lequel on se demandait est-ce que l'EGF récepteur est non muté ou est-ce que l'EGF récepteur est muté, eh bien, à partir d'une biopsie, on peut faire un séquençage exactement dans la zone où est codé l'EGF récepteur et on peut savoir si le récepteur est non muté ou muté. Et si le récepteur est muté, eh bien, on peut donner au patient une thérapie ciblée. Et ça, c'est le diagnostic moléculaire. Ici, l'exemple d'un diagnostic moléculaire pour une des mutations, ici, en l'occurrence, la mutation de l'EGF récepteur. Alors, ce qui est bien, c'est de voir aussi dans la vraie vie ce qui se passe chez les patients. Est-ce que quand on identifie chez ces patients une altération, une mutation, et qu'on traite ces patients avec une thérapie ciblée, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, effectivement, ça fonctionne. Là, c'est des résultats assez récents de 2017 sur des patients qui sont mutés sur l'EGF récepteur. Tous ces patients ont été identifiés par diagnostic moléculaire. Et en fait, donc, tous ces patients sont mutés EGFR. Et en fait, vous voyez ici en courbe en bleu, c'est les patients qui répondent en fait à une thérapie ciblée. Vous voyez l'avantage d'une thérapie ciblée par rapport à une chimiothérapie. Là, vous avez ici un scanner en bas, vous voyez avant ou après traitement, et vous voyez une diminution de la tumeur avant traitement par rapport à la situation après traitement. Donc, vous avez une vraie efficacité des thérapies ciblées sur ces patients grâce au diagnostic moléculaire. Alors, la situation peut paraître très simple. C'est-à-dire que vous avez un patient avec une mutation et je vous ai dit la mutation de l'EGFR. En fait, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas qu'un type de mutation dans le cancer, comme par exemple le cancer du poumon. Il y a plein de types de mutations différentes. Donc, ce n'est pas une mutation à un endroit donné qu'il faut chercher. C'est plusieurs mutations à des endroits différents et ce pour différents patients. L'idée est la suivante, c'est que si vous avez plusieurs patients avec des mutations différentes, vous pouvez les classifier, si vous avez la population de patients avec à chaque fois des mutations différentes. Suite au séquençage de l'ADN, on peut classifier ces patients selon leur mutation et leur donner des traitements différents. Et pour pouvoir faire ça, il faut des PCR, des réactions de PCR, beaucoup plus compliquées que celles que je vous ai présentées au départ. Et pour ça, il a fallu des innovations technologiques de grande ampleur. La première innovation technologique, c'est le séquençage NGS. Alors, NGS, c'est pour Next Generation Sequencing, c'est-à-dire des séquençages de nouvelle génération. Qu'est-ce que ça veut dire un séquençage de nouvelle génération? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous montrer ce que ça peut faire. Ce que ça peut faire, c'est-à-dire que si vous prenez votre bibliothèque ici, sur cette bibliothèque, en fait, on peut séquencer simultanément de nombreuses régions de l'ADN. C'est-à-dire regarder dans plein de livres différents des mutations différentes. Donc, on peut taper à plein d'endroits de notre grande bibliothèque, de notre génome humain. La deuxième possibilité que nous offre cette innovation technologique, c'est de faire un séquençage simultané sur plusieurs patients. En fait, on peut mettre plusieurs bibliothèques, librairies de patients en même temps, dans le même tube, et de séquencer plusieurs endroits de l'ADN. Et ça permet, en pratique dans un hôpital, de pouvoir séquencer plusieurs patients sur les différents endroits où le génome peut être muté pour découvrir quelles sont les mutations de ces différents patients. La deuxième innovation technologique très importante, c'est l'informatique. Si vous n'avez pas une informatique, d'une puissance informatique importante,
vous ne pouvez pas interpréter les données. Là, vous avez vu, on peut lire à différents endroits dans cette énorme bibliothèque différents textes, mais après ces textes, il faut comment dire, les mettre bout à bout pour que ça fasse une lecture cohérente et qu'on ait un texte cohérent. En fait, vous avez tous les séquençages vont permettre de lire des mots ou des morceaux de phrases. Mais après, les morceaux de phrases, il va falloir les mettre les unes bout à bout pour faire le texte complet, qui est le texte cohérent, qui est l'ADN du patient cohérent. Et pour ça, il faut effectivement une puissance informatique très importante. Et ça, c'est cette puissance informatique qui nous permet d'interpréter les données. Donc, c'est la deuxième grande innovation. La troisième chose très importante, c'est le coût. Si vous avez un coût très, très important, un coût, je parle d'un coût en argent, en euros très important, eh bien, vous ne pouvez pas faire du séquençage pour tous les patients. Il faut savoir que les premiers séquençages du génome humain ont été effectués en 2003, il n'y a pas si longtemps. Ça a demandé 13 ans de travail pour séquencer en 2003 le génome humain. Et ça a coûté 3 milliards de dollars. C'est-à-dire que ça coûtait $1 par base d'ADN, puisque je vous ai dit qu'il y avait 3 milliards de bases, 3 milliards de lettres. Donc, ça a coûté 3 milliards de dollars. Ça, c'était dans les débuts des années 2000. Maintenant, si on voulait séquencer un génome humain complet, ça coûterait moins de $1000. C'est-à-dire qu'on a réduit les coûts de façon énorme. Et grâce à cette réduction des coûts, et grâce aux innovations technologiques que je vous ai montrées précédemment, ça veut dire que maintenant, on a la possibilité de séquencer l'ADN de beaucoup de patients simultanément sur plein de régions différentes. Et ça permet de faire un vrai diagnostic moléculaire. Alors, il n'y a pas que le coût, il y a aussi l'infrastructure. Et il se trouve qu'en France, l'INCa, qui est l'Institut national du cancer, a organisé des plateformes de façon qu'on appelle des plateformes de génétique moléculaire qui permettent de séquencer, de séquencer dans les hôpitaux l'ADN des patients. Là, c'est une carte de 2014, hein, c'est une carte qui date déjà, ça évolue tous les ans, mais vous voyez que déjà à Lille, il y avait une très belle plateforme de génétique moléculaire qui permet de séquencer l'ADN des tumeurs des patients. Donc, vous voyez, il faut aussi, à côté de ces innovations technologiques, un maillage sur le territoire pour pouvoir avoir un diagnostic moléculaire des patients et qui soit aussi ouvert à tous les patients, qui crée une égalité face au cancer. Alors, finalement, qu'est-ce que ça donne sur le cancer du poumon? Qu'est-ce que ça donne, la totalité de ces séquençages? Eh bien, ça donne d'avoir un portrait robot des tumeurs beaucoup plus fin. Si je prends le cancer du poumon, vous pouvez voir que dans le cancer du poumon, beaucoup de patients sont séquencés tous les ans, que ce soit à Lille ou dans d'autres plateformes. Je crois qu'à Lille, c'est plus de 1000 patients par an qui peuvent être séquencés alors, pour différents cancers. Et vous voyez ici, pour le cancer du poumon, on peut connaître toutes les mutations qui touchent les différents patients. Par exemple, on sait que 17% des patients ont des mutations du récepteur dont je vous parlais au départ, les mutations de l'EGF récepteur. Mais il y a aussi 7% des patients qui ont une mutation d'un autre récepteur, qui est le récepteur ALK. Et il y a aussi 3% des patients qui ont la mutation d'un autre récepteur, qui est le récepteur MET. Alors, quelle est la conséquence de cette connaissance fine des mutations chez les patients? Et bien, c'est de pouvoir proposer pour ces patients différents traitements. Et les oncologues à Lille peuvent proposer sur les patients atteints d'un cancer du poumon des thérapies qui sont adaptées aux patients. Si c'est une mutation de GFR, il recevra du gefitinib ou j'ai oublié le nom, qu'importe, l'afatinib, par exemple, ou l'osimertinib, pardon, qui peuvent être utilisés chez les patients. Si c'est une mutation ALK, ce sera plutôt le crizotinib, une autre molécule. Si c'est une mutation d'un autre récepteur, ce sera une autre molécule utilisée. Donc, vous voyez, en fait, ici, vous avez une sorte de médecine de précision, une médecine personnalisée, et ça, c'est basé sur le diagnostic moléculaire. Sans diagnostic moléculaire, vous n'avez pas de thérapie ciblée. D'où l'importance de ce diagnostic.
Alors, on va reprendre ce diagnostic dans le suivi des patients. En fait, j'ai pris 2 exemples, le cancer du poumon et le cancer du sein. Le cancer du poumon qui était un peu ma ligne de conductrice pour cette présentation. Vous voyez qu'en plus des symptômes, de l'imagerie ou des biopsies, vient se greffer le diagnostic moléculaire qui permet d'avoir une thérapie ciblée. Pour le cancer du sein, c'est la même chose. En plus des mammographies liées au dépistage, en plus des biopsies, sont associés à un diagnostic moléculaire qui peuvent, dans ce cas-là aussi, mener à des thérapies ciblées. Et ce que vous voyez ici, c'est que le terme diagnostic est peut-être un peu exagéré, parce qu'en fait, le diagnostic moléculaire ne permet pas de diagnostiquer initialement le cancer. Ce seront toujours les symptômes ou l'imagerie qui permettront de diagnostiquer le cancer. Et pas vraiment le diagnostic moléculaire. Ça ne permet pas de diagnostiquer le cancer avant qu'on puisse le détecter par d'autres méthodes. Ça permet d'affiner le portrait robot du cancer, mais pas de le détecter au départ. Sauf que les innovations récentes nous permettent d'imaginer que le diagnostic moléculaire pourrait faire partie du diagnostic initial. Et là, je vais vous parler en fait de l'ADN circulant. Alors, c'est juste pour ouvrir les perspectives. Et vous voyez qu'en fait, ici, un patient est représenté avec une tumeur. Il se trouve que si une prise de sang est effectuée chez ce patient, on peut détecter les globules rouges, les globules blancs, mais aussi on peut détecter de l'ADN qui s'appelle de l'ADN circulant. C'est de l'ADN libre. Et cet ADN, en fait, peut être issu de la tumeur. Si vous avez une tumeur présente dans l'organisme, vous pouvez avoir de l'ADN circulant dans le sang, et cet ADN peut être de l'ADN d'une tumeur. Il se trouve que maintenant, on connaît le portrait robot de la tumeur. On sait, par exemple, que des mutations peuvent être présentes s'il y a un cancer du poumon présent dans l'organisme, qu'il peut y avoir, par exemple, des mutations de l'EGF récepteur. C'est-à-dire qu'on peut retrouver notre fameuse phrase « le soleil se couche à l'ouest ». Comme on sait ce qu'on cherche, eh bien, on peut le trouver dans l'ADN circulant. Si on cherche cette séquence d'ADN dans l'ADN circulant, on peut le trouver. Eh bien, ça offre la perspective d'utiliser l'ADN circulant et le diagnostic moléculaire comme un diagnostic initial des cancers. Alors, pour y arriver, il faut augmenter la sensibilité, avoir des technologies de plus en plus sensibles, mais on se dit que c'est quelque chose qui est abordable. Donc voilà, on peut se dire qu'avec le diagnostic moléculaire, ça ouvre des perspectives vers la détection d'un cancer, alors qu'on ne l'a pas encore détecté, soit par imagerie, soit par les autres marqueurs habituels. Alors, je vais terminer la présentation par ce qu'on fait dans le laboratoire. J'aime bien terminer les présentations par ce qu'on fait dans le laboratoire. Vous allez voir qu'on ne fait pas réellement du diagnostic moléculaire, parce que le diagnostic moléculaire, c'est Clotilde qui le fait à l'hôpital. Nous, on n'en fait pas directement. Notre vocation n'est pas de faire ça. Par contre, on utilise le diagnostic moléculaire qui est fait dans les différentes plateformes de diagnostic moléculaire pour pouvoir faire avancer nos recherches. Et là, je vous donne l'exemple du cancer du rein. Alors le cancer du rein, c'est un cancer sur lequel on s'est intéressé parce que dans le laboratoire, on travaille sur un récepteur, les mêmes récepteurs que je vous ai présentés précédemment, des récepteurs qui sont à la surface des cellules. Ici, c'est le récepteur MET. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait un lapsus. Au lieu de dire EGF récepteur, j'ai dit récepteur MET, parce que je travaille mon équipe, l'équipe dans laquelle je travaille sur ce récepteur. Donc, on s'est intéressé au récepteur MET dans le cancer du rein. Pourquoi le cancer du rein? Parce qu'une toute petite proportion des patients atteints de cancer du rein ont des cancers héréditaires, qui sont des cancers papillaires rénaux de type 1. Eh bien, ces cancers, dans la grande majorité des cas, ils portent des mutations du récepteur MET. Comme je vous l'ai dit, on peut séquencer l'ADN du récepteur MET. Alors, ce ne sera pas le soleil se couche à l'ouest. Alors, je ne sais pas ce que ce sera autre chose. Une autre phrase qu'on cherchera. Donc, on cherche le récepteur sur l'ADN du récepteur MET, est-ce qu'il y a des mutations? Et en fait, ce travail a été fait par une plateforme de biologie moléculaire à l'Institut Gustave Roussy. Et en fait, ici, vous voyez les résultats qu'ont produit cette plateforme de biologie moléculaire. Et en fait, ils ont trouvé des mutations ici que vous voyez à gauche dans le tableau. Vous voyez, par exemple, un T, une thymine qui est remplacée par une guanine
ou par exemple une adénine qui est remplacée ici par une autre base. En fait, tout ça, ce sont des mutations dans le récepteur MET. Or, ces mutations, c'était de nouvelles mutations. On ne connaissait pas la conséquence de ces mutations sur l'activité du récepteur. Peut-être que ça pouvait être des mutations qui pouvaient induire l'activation du récepteur et mener au cancer, mais peut-être que c'est des mutations qui ne créaient aucune différence sur le récepteur. Et notre travail, en fait, ça a été de reconstituer toutes ces mutations, on utilise un contrôle positif avec une mutation connue, et puis après, on reconstitue toutes ces mutations sur le récepteur MET. Et on teste pour voir si ces mutations sont des mutations activatrices ou pas. Là, je vous montre un résultat du laboratoire. Vous voyez, le contrôle est une mutation activatrice très forte. Et les 3 mutations qu'on a testées sont aussi des mutations activatrices, certes moins fortes, mais c'est des mutations activatrices du récepteur MET. C'est-à-dire que le séquençage par le diagnostic moléculaire a permis de découvrir des mutations, et nous, dans le laboratoire, on a pu les reconstituer et montrer que ces mutations étaient des mutations activatrices. Alors, c'est quoi la conséquence? C'est que ces patients ils pourraient bénéficier de thérapies ciblées dirigées contre le récepteur MET. Ce n'est pas encore le cas, les patients n'en bénéficient pas encore parce qu'il faut encore plein de tests et d'essais cliniques, mais il se trouve que potentiellement, ces patients pourraient bénéficier d'une thérapie ciblée. Et là, vous voyez l'importance du diagnostic moléculaire et de la recherche faite à l'Institut Pasteur pour pouvoir faire avancer la recherche et faire avancer nos connaissances sur le récepteur et leur ciblage. Je vais terminer par remercier l'Institut Pasteur pour son soutien, remercier aussi tous les membres de l'équipe, remercier nos collaborateurs, en l'occurrence c'est Clotilde qui collabore avec nous sur le diagnostic moléculaire des cancers. Je vous remercie aussi pour votre attention. Vous voyez sur cette photo de l'équipe, on tient des petites affiches qui sont, vous pouvez le lire, et c'est « Je soutiens la recherche ». Donc, c'est un message que je vous laisse. Et si vous voulez soutenir la recherche, vous pouvez soutenir l'Institut Pasteur qui va soutenir nos travaux et dont vous avez eu une petite partie aujourd'hui. Je vous remercie. Et puis, Clotilde et moi, on est prêts pour avoir vos questions. On serait très content de pouvoir y répondre. Je crois que alors ça passe par le chat. Oui. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions déjà. Donc, je crois que vous allez nous dire nos questions et puis on va essayer de répondre avec Clotilde si on peut, si on y arrive. Tout à fait. Merci beaucoup, David, pour tous ces éléments, ces efforts de vulgarisation, ces belles métaphores aussi. Voilà, donc on a bien compris qu'à l'ouest et à l'est déterminent pas mal de choses aussi sur la bibliothèque et l'ADN. Donc effectivement, on a quelques questions. Donc on essaye de les regrouper aussi. Donc on a des questions plus techniques, des questions d'ordre plus diagnostic. Donc on va partir sur une question. Le diagnostic moléculaire est-il réalisé systématiquement pour chaque patient atteint d'un cancer après diagnostic par imagerie? Alors, le fait est non, mais Clotilde va répondre parce que c'est son rayon. J'allais dire, c'est pour moi celle-là. Alors, ce n'est pas tous les cancers. Ce sera les cancers où il y a eu des cibles identifiées et où il y a des traitements associés. Donc, par exemple, les cancers du poumon qui sont métastatiques qu'on va traiter communément par de la chimiothérapie, ils auront tous, certains sous-types auront l'analyse classique du tissu, la biologie moléculaire derrière, et on va choisir le traitement en fonction de ces résultats. Il y a d'autres tumeurs où ce n'est pas le cas. Par exemple, un cancer du pancréas n'aura pas forcément une analyse moléculaire. Voilà. Parce qu'il n'y aura rien l'analyse moléculaire, on ne connaît pas les mutations sur lesquelles on pourrait agir. Donc, ça ne sert à rien de les séquencer. Il n'y a pas de traitement ciblé derrière pour ça, donc ça ne sert pas. Donc, en tout cas, en routine pour les patients, ce n'est pas fait pour tous les patients, mais c'est surtout pas pour tous les types de tumeurs. Et on peut dire aussi pour le cancer du sein, c'est fait aussi, c'est séquencé aussi. Alors, pour le cancer du sein, on cherche des marqueurs moléculaires, ce n'est pas forcément de la PCR. On va chercher ce qu'on appelle des récepteurs hormonaux, donc des protéines exprimées par le tissu tumoral. Mais ça, c'est fait par nos collègues anatomopathologiques, c'est fait par une autre technique. On appelle ça de l'immunohistochimie. Mais c'est du portrait robot aussi, et les thérapies vont être adaptées à ça.
Voilà, on cherche les récepteurs hormonaux, on cherche un autre gène qui s'appelle HUR2, et ça, c'est aussi du portrait robot, même si ce n'est pas fait en PCR. Très bien, merci. Donc, une autre question. Est-ce que l'ADN tumoral circulant est déjà utilisé en pratique pour poser des diagnostics? Clotilde aussi peut répondre, parce que vous êtes en train. Alors, en diagnostic, pas réellement. Pour l'instant, en tout cas en routine, on n'est pas capable de voir le cancer avant l'imagerie. Il y a des études cliniques, des études cliniques de recherche où ces questions sont posées pour savoir si on ne pourrait pas détecter les anomalies avant l'imagerie. Pour l'instant, c'est pas vraiment utilisé en routine. Par contre, on fait de l'ADN circulant pour rechercher les cibles. Dans deux cas, soit on n'a pas réussi à avoir de tissu, et donc pour quand même trouver la cible dans le cancer du poumon, on peut le faire sur l'ADN circulant. Et le deuxième cas, c'est pour rechercher des mutations de résistance, parce que malheureusement, sur ces thérapies ciblées, il y a des résistances qui surviennent. Et ça, on le fait sur ADN circulant, plutôt que de reprélever les patients. Ouais, parce qu'on ne veut pas refaire une biopsie, c'est ça. Voilà. On ne veut pas refaire une biopsie, c'était sur l'ADN circulant. On le fait sur l'ADN circulant. Donc, on l'utilise, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment pour précéder le diagnostic par imagerie. Ça arrivera très certainement. Les techniques vont s'améliorent et ça arrivera un jour, peut-être combiné avec d'autres choses, mais on peut espérer que ça arrive un jour. D'accord. On l'espère en tout cas. Peut-on utiliser les ARN messagers comme marqueurs de mutation pour diagnostiquer les précancéroses, donc ces cancers précoces, avant qu'ils n'évoluent vers un cancer? Alors, l'ARN, en fait, n'est pas stable. C'est beaucoup plus facile de séquencer l'ADN que de séquencer l'ARN. Premièrement, parce que vous aurez la même information sur l'ADN que sur l'ARN. Il n'y a pas d'intérêt de séquencer l'ARN pour avoir l'information qu'on peut avoir sur l'ADN. En sachant que l'ARN est beaucoup moins stable. Donc, c'est beaucoup plus… vous avez entendu, hein, les vaccins ARN restent très peu dans l'organisme parce qu'un ARN, ce n'est pas stable du tout. C'est vite dégradé. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt de regarder sur l'ARN. Regarder sur l'ARN, c'est pour d'autres choses. C'est pour l'expression des gènes et c'est une autre histoire. On ne va pas en parler aujourd'hui. Mais pour rechercher des mutations, on ne va pas le chercher sur l'ARN pour l'instant, mais on va rester sur l'ADN. Clotilde, c'est à peu près le cas. C'est à peu près le cas, oui. C'est effectivement beaucoup plus complexe de travailler sur ARN. C'était quasiment pas fait il y a 3 ou 4 ans dans les laboratoires. C'était quasiment impossible de travailler sur de l'ARN de tissu. C'était impossible. On disait que c'était pas possible. Bon, c'est pareil, c'est des technologies qui s'améliorent et maintenant ça devient possible. Mais clairement, c'est plus compliqué. D'accord, très bien. Alors, une autre question aussi un peu plus technique. Y a-t-il des marqueurs utilisant des chimiokines et paramètres d'activation des cellules T pour le diagnostic? Alors, les chimiokines, c'est une protéine. Vous avez vu, on a par exemple on a parlé des mutations sur l'ADN. Les chimiokines, c'est une protéine. Mais une protéine, ça peut se doser quand même, on peut aller les chercher. Là on parle de chimiokines, il faut activer les cellules T, c'est un peu complexe. Mais pour revenir sur la base, effectivement, on pourrait, je vous ai parlé du récepteur, le GF récepteur, le récepteur MET, en fait, ils sont activés par des chimiokines, avec des facteurs de croissance, ou ça ressemble à des hormones. Donc, on peut rechercher chez un patient si cette hormone, cette chimiokine peut activer le récepteur. C'est possible. Ce n'est pas fait en routine, ce n'est pas vraiment ça qui est fait chez les patients, mais c'est possible. Après, la question est une question sur les chimiokines et les lymphocytes T. C'est une question qui est liée à la réponse immunitaire. Donc, ça sert donc plutôt sur les immunothérapies. Ça sort un peu du cadre de ce qu'on fait de la présentation d'aujourd'hui. Mais pour reprendre un peu sur la base, oui, il serait possible d'aller regarder si des chimiokines sont exprimées et peuvent aller influencer le cancer. C'est un autre marqueur. On ne cherchera pas les mutations, on cherchera les chimiokines, c'est un autre marqueur. Et ça, c'est plutôt dans le cadre de la recherche, pour l'instant. Alors, on a une autre question vraiment sur la partie du récepteur muté, enfin la mutation.
Est-ce que c'est le récepteur muté sur lequel on travaille est toujours lié au cancer ou si la mutation recherchée est-elle toujours liée à la présence du cancer ou pas? En gros, est-ce qu'on peut avoir la mutation sans avoir le cancer? Alors, souvent, quand il y a la mutation, il y a le cancer. Et d'ailleurs, il n'y a que dans le cancer qu'on va regarder cette On les mutation est cherche. là. Voilà. Donc, il pourrait très bien y avoir des personnes où il y a la mutation, mais il n'y a pas de cancer. Mais quand on ne va pas le chercher, on ne peut pas vraiment répondre à la question. Il se trouve que quand on prend une cellule en laboratoire et qu'on met la mutation, ça induit le cancer. Donc, il y a un vrai lien entre la mutation et le cancer. Donc, on est quasiment sûr que la mutation crée le cancer. Et d'ailleurs, si on utilise une thérapie ciblée ciblant le récepteur, on fait régresser la tumeur. Donc, le cancer est lié à la mutation. Donc, il est peu probable qu'un patient qui ait une mutation ne développe pas un cancer. Si la mutation, les mutations sont présentes parce qu'il y a une altération de l'ADN. L'ADN va s'altérer parce que, par exemple, un patient va fumer, c'est un exemple, hein, et le carcinogène présent dans la fumée de cigarette va induire des mutations. C'est ce qui fait que des mutations sont présentes. Ou c'est parce que les réparations avec l'âge de l'ADN sont moins en moins efficaces et du coup, il y a des mutations. Et la présence de cette mutation, et souvent c'est plusieurs mutations, va induire le développement du cancer. Donc oui, la mutation est liée au développement du cancer de façon indéniable. Alors, une autre question aussi, alors n'hésitez pas à nous expliquer aussi quelques termes, hein, parce qu'on a quand même des scientifiques ou en tout cas des gens assez spécialisés. Le top-down protéomique peut-il être utilisé pour le diagnostic moléculaire et améliorer le ciblage thérapeutique? Alors, le à mon avis, ça va être top-down protéomique. Top-down protéomique. Alors, on va dire le terme ici, c'est la protéomique. La protéomique, c'est l'étude des protéines. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vous ai parlé là maintenant, l'étude des mutations, c'est de la génomique. On regarde les mutations dans tout le génome. La protéomique, c'est on regarde toutes les protéines. Et en faisant de la protéomique, on peut avoir une vision de toutes les protéines. Si, par exemple, dans un cancer, une protéine est très, très exprimée, mettons, par exemple, le GF récepteur est très exprimé. On peut le voir en protéomique. Si un patient présente une forte expression du récepteur MET et de l'EGF récepteur, et qu'on peut le voir en protéomique, dans ce cas-là, on peut le traiter. Ça, c'est ce qui est possible de faire en protéomique. Mais ça, c'est de la recherche. Ce n'est pas encore fait parce qu'il est beaucoup plus compliqué de regarder les protéines que de séquencer l'ADN. C'est beaucoup plus compliqué. Et la protéomique, on ne peut pas non plus, on peut voir une surexpression de protéines, mais on ne pourra pas voir de mutation. Ça va être très compliqué en protéomique de voir une mutation. Donc, il est beaucoup plus simple de séquencer l'ADN pour voir la mutation. Donc, en pratique, c'est la génomique qui est faite et pas de la protéomique. Ce qui ne veut pas dire que dans les années futures, la protéomique ne sera pas un outil très important et très intéressant. Et d'ailleurs, en recherche, plein de laboratoires étudient les protéines grâce à la protéomique. Alors là, je vous ai parlé de protéomique, je ne vous ai pas parlé de protéomique top-down parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, au moins, vous avez la réponse sur la protéomique. Merci David. Alors, une autre question, donc un cas un peu plus particulier. Dans le cas de cancer secondaire osseux, donc après un cancer primaire du sein, si la biopsie est un faux positif à cause d'un problème technique de prélèvement du tissu osseux, peut-on faire ensuite un diagnostic moléculaire pour caractériser la tumeur et adapter le traitement? Clotilde, tu peux répondre aussi Oui, dans l'évolution naturelle d'un cancer, il y a souvent ce qu'on appelle des localisations secondaires ou des métastases. Donc là, c'est le cas dans un cancer du sein, on va avoir des localisations secondaires sur l'os. On peut analyser la localisation secondaire ou la localisation ce qu'on appelle primitive, donc première, le sein. On peut parfois comparer les deux quand on a des doutes. Ça, c'est possible. On peut le faire. Après, il y a parfois des petits problèmes techniques. Par exemple, l'os, pour la biologie moléculaire, c'est compliqué. C'est pas la meilleure localisation parce que pour pouvoir, on va dire, travailler sur l'os, il faut le rendre plus mou parce que c'est quelque chose de très dur. Et quand on le rend mou, on utilise des
produits chimiques assez agressifs comme des acides, et ça détruit l'ADN. Donc voilà, mais on peut faire sur des localisations secondaires ou sur des locations primaires. Donc là, dans le cadre de la question, c'est que sans doute l'ADN était abîmé avec le traitement pour pouvoir le récupérer, et il n'a pas pu être lu. La lecture n'a pas pu se faire, et donc du coup, si la lecture n'a pas pu se faire, on n'a pas pu savoir s'il y avait dans la tumeur des mutations qui étaient différentes, par exemple, de la tumeur primitive. C'est certaines, mais là, les avancées technologiques nous permettront sans doute dans quelques années d'aller encore mieux séquencer les métastases dans l'os. C'est quasiment évident, et en recherche, c'est qu'il y a des techniques qui commencent à sortir pour pouvoir aller mieux séquencer. Donc, j'imagine que la situation s'arrangera. Très bien. On a une question un peu plus générale sur les cancers en général. Est-ce que vous avez des chiffres en fait sur le pourcentage des décès par rapport à celui des guérisons pour chaque cancer, ou en tout cas chaque grand cancer, voilà. C'est hyper variable en fonction du type de cancer. Un cancer du poumon, ça va être les survies vont être pas très bonnes. À 5 ans, on est autour de 20-25%. Alors que sur du cancer du côlon, on va être plutôt à 65% de survie. Ça dépend vraiment des types de cancers et en particulier du moment où on les détecte. Les cancers du poumon vont être détectés plus tard. Les patients vont tout sauter, pas forcément avoir de signes très forts tout de suite. Et donc, vont être pris en charge avec un cancer de plus grande taille, plus évolué, et donc auront des survies moins bonnes, alors qu'un cancer colorectal sera en général diagnostiqué plus précocement. En plus, il y a des diagnostics, il y a des dépistages organisés. Et donc, ils auront ce qu'on appelle un pronostic meilleur. Donc, ça dépend vraiment des cancers. On ne peut pas répondre de façon globale. Et même dans un cancer, il y a des sous-types. Donc, c'est très difficile de donner une information précise. Ce qui est important à savoir, c'est que vous pouvez trouver des statistiques sur les sites de l'INCa, par exemple, mais ça reste des statistiques. Une statistique, c'est pour la population, c'est pour un ensemble de cancers. Et comme je vous l'ai montré aujourd'hui, les cancers ont une grande diversité, et même une grande diversité moléculaire. Et cette grande diversité crée une grande diversité de traitements et aussi une grande diversité de réponses au traitement. Donc, il est très difficile de faire un cas général, même si on a des statistiques que vous pouvez trouver sur le site de l'INCa. Méfiez-vous des statistiques. Chaque personne sera différente de son voisin et le cancer ne sera pas le même. Tout à fait. Ouais, je pense que c'est un bon message. Tout à fait. En tout cas aussi, les travaux que là vous menez aussi sur les mutations aussi vont dans le sens d'augmenter les chances de guérison, de survie par justement en lien avec la détection et de la thérapie ciblée. Donc, bien sûr. Plus on identifie de patients avec des mutations qui peuvent rentrer dans le programme des thérapies ciblées, plus on aura de chances de faire avancer d'avoir un meilleur traitement pour ces patients. Alors attention, la thérapie ciblée est toujours soumise à des phénomènes de résistance, donc on ne va pas encore à la guérison, même si on essaie de s'approcher, mais on n'est pas encore sur la guérison. On ne veut pas non plus. Voilà, ça permet d'avoir des traitements efficaces, mais qui ne vont pas encore jusqu'à la guérison. C'est d'ailleurs un des grands thèmes de votre équipe et de l'unité Cancer aussi sur justement la résistance aussi aux thérapies ciblées antitumorales. Donc, exactement. Voilà. Bon. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Après, peut-être certaines plus techniques, on vous les enverra également. On verra directement avec le docteur Tulane, mais je crois que là, on a fait le tour des questions. En tout cas, sachez que vous pourrez retrouver justement cette conférence en ligne sur notre chaîne YouTube, donc Pasteur Lille TV. Vous pouvez suivre toutes nos actualités aussi, donc des équipes de recherche, donc les équipes mixtes qui sont aussi Pasteur, CNRS, INSERM, Université, CHU, sur notre site web, sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Twitter également. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur la newsletter de l'Institut Pasteur de Lille. En tout cas, un grand merci David et Clotilde pour le temps que vous nous avez accordé ce soir pour votre intervention. Voilà, et merci à tous aussi pour nous avoir suivis ce soir et rendez-vous, j'espère, pour la prochaine conférence. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre et comme l'a dit aussi David, la recherche aussi, c'est des soutiens.
Donc, voilà. Vous pouvez voir ça également sur le site internet et sur le mini-site aussi dédié cancer.pasteur-lille.fr pour soutenir les équipes de recherche pour faire avancer justement ces diagnostics, ces thérapies ciblées et les futures découvertes pour lutter contre les cancers. Voilà. Merci beaucoup pour cette conclusion. Et merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.